Merci à vous. Je suis ravi d'être avec vous via Skype. Que vous dirais-je? D'abord, je suis en train effectivement après ce livre, je vais en sortir un autre sur sur l'homme artificiel, parce que on voit bien que à la fois les technologies numériques ont quelque chose d'extraordinairement utile, et en même temps, elles fascinent certains ingénieurs à un point délirant. Il y a du côté de la côte ouest américaine des fous, des véritables fous qui pensent que nous pourrons être transformés en cyberorganismes totaux, nageant dans un nuage rose, de félicité radieuse et immortelle. Et ça, je m'emporte contre ça. Mais si je reviens sur Terre, bien évidemment, la médecine est impactée, comme on le dit, comme tous les autres pans de l'économie qui existent par les objets et les connexions et les calculs numériques. Quand on regarde aujourd'hui, le robot chirurgien existe, non pas le télémanipulateur, mais le vrai robot existe déjà. Et le robot anesthésiste a été mis en place aux États-Unis, la FDA l'a accepté, mais le lobby des anesthésistes a fait que Johnson Johnson a dû retirer les 4 robots qu'elle avait mis dans les hôpitaux, notamment à Tucson, sous la pression du lobby anesthésique. Il est vrai que c'était inquiétant pour mes confrères américains, puisque eux demandaient 2000 $ pour une anesthésie de colonoscopie, quand la machine, elle, faisait le travail pour 200 $. Mais de toute façon, ils perdront. Ils perdront. On a eu là une espèce de révolte des canutes à l'américaine. Ils perdront. La machine, de toute façon, fera le boulot de l'anesthésiste. Elle fait en partie le travail de l'infirmière, elle pique mieux la veine. Elle fait en partie le travail de l'aide-soignante. Toyota vient de sortir le Human Support Robot, qui est un robot d'aide aux personnes alitées. Donc le robot va ouvrir les rideaux de la chambre, il est capable d'apporter une bouteille d'eau au malade, il est capable de ramasser un objet tombé à terre du lit, il est capable d'aller chercher les médicaments dans la petite boîte qui est disposée à côté du patient pour lui donner, il est capable d'aller chercher un livre, d'aller chercher des vêtements, bref, on voit bien que la machine, de plus en plus, remplacera l'homme, et on va se trouver face à une vraie difficulté, qui est celle de savoir quoi faire des personnes qui ne feront plus ces métiers. Nous sommes passés de l'agriculture à l'industrie, puis de l'industrie au service. Et là, je ne suis pas d'accord avec Schumpeter sans être économiste, mais je ne suis pas sûr du tout que nous puissions créer autant d'emplois que nous allons en détruire. Ce sont des millions d'emplois qui vont disparaître sous la pression de la machine, qui a l'immense avantage, qui a d'immenses avantages. Cette machine de tout travail jour et nuit, ne demande aucune promotion, n'est jamais en arrêt de maladie, n'est jamais bourrée, jamais droguée, jamais fatiguée. Et donc, face à l'homme, elle a des capacités inimaginables. En plus, quand la machine ne comprend pas, elle s'arrête. Quand vous regardez un robot, et lorsqu'il est perdu, il s'arrête. Alors que l'homme est capable, lorsqu'il ne comprend pas, de forcer et d'aller à la complication et à l'accident. Donc on voit bien qu'il y a tout intérêt à repenser la société autour de ces machines. Et si je regarde l'agriculture, autre, autre pan de l'économie important, je dirais que les agriculteurs sont beaucoup plus en avance que nous. C'est incroyable de voir, quand on va se balader dans les fermes un peu nouvelles, comment fonctionnent les machines et comment font les hommes. Vous avez bien sûr l'agriculteur est à l'ordinateur quasiment en permanence. Son tracteur est téléguidé par GPS, il n'est même plus dedans, parfois. Le sillon est fait quasiment au millimètre. Vous avez des drones qui surveillent le champ pour savoir quelle est la bonne quantité, juste ce qu'il faut pour mettre d'insecticides ou de pesticides. Bref, on voit bien que l'agriculture s'est totalement transformée, puisque pour moins de 3% de la population, elle nourrit 1000 fois mieux qu'avant. Il n'y a plus de famine. Nous sommes restés de vieux métiers en médecine. Quand je vois mes chers confrères qui continuent à dicter une lettre au dictaphone, je me dis, mais c'est de la folie. Ça fait 20 ans que dans le service, nous utilisons des ordinateurs, et il n'y a plus une dictée à une secrétaire. Le courrier est fait directement par nous-mêmes. Pendant la consultation, à la fin de la consultation, on redit au patient ce qu'on lui a prévu, et on lui donne la fiche, ou on l'envoie par Internet, ainsi qu'à son médecin. Donc on voit bien que dans beaucoup de domaines, nous restons un vieux métier qui a du mal à changer, du mal à comprendre que le monde bouge, et nous renfermons sur le fait de l'humain. Mais l'humain, ce n'est pas garder son précaré. L'humain, c'est se libérer de la technologie. Et c'est bien pour ça que les robots vont être utiles. C'est en nous libérant de la technologie que nous pourrons revenir à l'humanisme médical, le vrai, celui du temps long de la consultation, celui de la discussion, celui
de la compassion, celui de la prise en charge globale du malade. Or, aujourd'hui, nous sommes dans des systèmes extrêmement différents où les consultations sont rapides, les malades ont à peine le temps de poser leurs questions pour la plupart des cas, où on prescrit à la va-vite des examens inutiles et des prescriptions médicamenteuses inutiles. Bref, on est dans un système qui est devenu fou, hein, trop rapide, et il faut rendre le temps aux médecins, rendre le temps aux infirmiers, rendre le temps à, à tous les professionnels de santé de façon à être dans la présence humaine beaucoup plus que dans la technologie. C'est vraiment l'avenir de la médecine et c'est ce qui va nécessiter des transformations considérables à l'hôpital. Or, l'hôpital est une machine que j'apprécie, bien évidemment, j'y ai été formé, j'y ai exercé, et j'ai toujours pensé que c'était le beau lieu de l'action médicale. Mais Dieu qu'il est difficile de changer les organisations, on le voit tous les jours, et là les choses s'acutisent avec les quelques événements qui ont été bien médiatisés ces jours derniers. On voit bien que le défaut d'organisation de l'hôpital est son vrai problème. Les professionnels sont compétents, mais il n'y a pas d'organisation qui permette la fluidité d'évolution que nécessitent les technologies de la modernité. Nous restons là encore sur de vieux schémas et je vois trop les directions et je n'en veux pas aux directeurs parce que c'est un métier très difficile dans la mesure où ils sont dans un système normé, totalement administré. Il n'y a pas de management au vrai sens du terme à l'hôpital. Un patron d'hôpital ne peut pas valoriser un praticien hospitalier ou une infirmière ou une directrice de soins ou de bloc opératoire parce qu'elle fait mieux et que tout va mieux. Non, il ne peut pas non plus véritablement dégager un membre du personnel qui ne fait pas son boulot. Donc on voit bien les limites complètes de ces structures. Et je suis convaincu que l'hôpital devra demain devenir autonome sous la pression des objets de la technologie. Autonome pour pouvoir enfin revivre, respirer, hein, et bien sûr faire participer au système public, mais de façon presque privative. Je suis convaincu qu'on ne peut pas rester dans ce système fixé, figé, d'un hôpital, je dirais, dirigé depuis le haut, depuis Paris. Il faut régionaliser le système, il faut que les régions deviennent, grâce à ces outils informatiques que nous avons, qui permettent d'analyser toutes les données que nous avons sur les patients, c'est en région que cela peut se travailler. C'est le bon niveau en termes de nombre de personnes, entre 3, 4 et puis 5, 6, ou jusqu'à 12 millions pour l'Île-de-France. C'est le maximum. Au-delà, on ne gère plus rien. On envoie des directives chaque jour, des circulaires et des arrêtés. On croit qu'on s'est bordé et rien ne se passe. Donc on voit bien que les objets de la technologie vont transformer complètement l'hôpital, à la fois en termes de technologie, de techniques, je dirais, les plus pratiques. Hein, je répète tout ce que je vous ai dit sur la robotisation des métiers, et en même temps en termes d'algorithmes et d'organisations différentes à partir des bases de données. Sachant que si on va jusqu'au bout de la logique, il va falloir totalement renverser les systèmes et penser que c'est à partir des résultats des patients, grâce à des envois de questionnaires simples, en français clair, à domicile, à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et tous les ans aux patients qui ont été traités, que nous récupérions les données des résultats qui ne seront pas uniquement les données des résultats de la prothèse de hanche qui fait 1 kilomètre au lieu de 300 mètres, mais simplement, mais aussi d'aller jusqu'à la partie sociale, familiale. Est-ce que la personne âgée, le grand-père qui a eu sa prothèse de hanche peut reprendre ses enfants et les emmener en classe, ce qu'il ne faisait plus? Est-ce que celui qui était en arrêt de maladie peut retravailler? Est-ce que son travail doit être fait dans les mêmes conditions qu'avant? Donc on est là encore dans un système où on ne s'occupe que du résultat direct du soin sans penser le résultat global socio-économique de nos actions. Et c'est à partir de ces questionnaires, nous l'avons fait dans le service pour les malades qui avaient une prostatectomie radicale, on leur a envoyé systématiquement un questionnaire très simple auquel ils répondaient chez eux. Et c'était passionnant parce que chez eux, ils répondaient leur vérité, alors qu'en consultation, le malade a toujours peur de nous décevoir. Mais chez eux, quand les hommes notaient les résultats et que leur femme à côté disait « Mais si, dis-lui bien au docteur que tu es incontinent, dis-lui bien !» Lui n'osait pas. Donc on voit bien qu'on aura là une masse considérable de données qui vont permettre de nous améliorer nous-mêmes, les professionnels. Je dirais en un sens, les malades sont nos professeurs. Ce sont eux qui vont nous mener à partir de ces questionnaires, de ces bases de données que nous pourrons colliger et à partir desquelles nous aurons des moyennes, des statistiques plausibles. Le deuxième point qui est important, c'est qu'à partir de ces données patients, nous serons amenés à revoir toute l'organisation de la chaîne. Alors on a commencé un petit peu avec les GHT, mais ça reste très timide.
Je trouve que les discussions sont lentes, que chacun a envie de rester à sa place. C'est assez terrifiant ce qui se passe. Il y a une chose à faire. Une chose à faire, si on veut vraiment créer des GHT qui marchent, c'est un portable professionnel par praticien hospitalier. Voilà. Et à partir de ça, c'est le meilleur moyen que ce portable professionnel puisse servir à la communication entre les hospitaliers entre eux et entre les hospitaliers et les libéraux en ville. Et quand vous regardez les médecins de ville, ils communiquent beaucoup entre eux. Un simple coup de fil de 30 secondes et on sait ce qui s'est passé. Et j'irai plus loin, on pourrait avoir une petite application où, quand le malade entre à l'hôpital, on sait, qu'on a le diagnostic, on le marque et c'est envoyé au médecin traitant par SMS. Quand l'opération est faite, on le marque, on sait, appendicectomie c'est fait, TBB, tout va bien, ça suffit. Ça permet de rassurer et la connexion est là. C'est pas la peine de s'envoyer des systèmes complexes. C'est à partir de la télécommunication basique d'un portable que les GHT se construiront et pas avec des constructions et des schémas préparés depuis Paris, le ministère de la Santé et la DGOS. Je n'y crois pas. Tout cela ne rend pas compte de ce qui se passe en région et c'est parce que vous pourrez inventer chacun dans vos régions des process différents d'organisation que la France entière en profitera. On a la chance d'avoir 13 régions, nous aurons peut-être 13 expériences différentes, et tant mieux. C'est comme ça qu'on arrivera peu à peu à mieux organiser notre système de santé qui véritablement bug parce qu'il est désorganisé et que les technologies de l'information vont ficher un espèce de, comment dire, un véritable tsunami dans cette désorganisation chronique dans laquelle nous complaisons malheureusement. On est triste, mais c'est comme ça, on y est habitué, on essaye de faire les efforts. Mais bien évidemment, la machine, elle, va nous aider considérablement si on sait la prendre comme il le faut, c'est-à-dire comme un outil et non pas comme un dominant. Et c'est tout le débat de l'intelligence artificielle, et je terminerai là-dessus, sur quand on regarde aujourd'hui ce que je disais au début sur l'homme artificiel, on voit bien il reste une part unique à l'homme qui est double. La première, c'est que la machine peut tout faire, la machine peut faire beaucoup de choses mieux que nous. Il y a une chose qu'elle ne saura jamais faire véritablement, c'est le fait d'être capable de se donner pour une cause qui la dépasse, pour une cause supérieure. Je ne vois pas un ordinateur mourir pour une cause qui le dépasse. Et ça, c'est ce qui reste de plus humain, c'est véritablement ce qui nous fait notre humanité, et il faut le garder. La deuxième chose, c'est que l'ordinateur, même s'il est capable d'imiter, je ne sais pas si vous avez vu un tableau de Rembrandt fait à partir des 360 tableaux de Rembrandt avec des milliers de pixels, ça ressemble pas mal à un Rembrandt, sauf que les grands spécialistes vous disent, les grands spécialistes du Rijksmuseum d'Amsterdam reconnaissent que sur le nez, il manque quelque chose. Donc l'art est la deuxième chose qui reste humaine complètement, notamment la musique qui est ce monde incroyable et universel où sans se parler, on peut communiquer avec des instruments ou simplement en claquant dans les mains, en dansant et en chantant. Donc on voit bien qu'on a encore, l'humanité garde cette valeur énorme de la cohésion, de la vie commune à travers des éléments qui ne sont pas intégrables, ou en tout cas pas totalement intégrables dans des algorithmes tels que certains voudraient nous le faire croire. Donc nous avons de la chance, l'homme restera l'homme, et je pense que l'homme soignant et la femme soignante sont vraiment essentiels demain dans ce terme de relation humaine. C'est ce qui nous reste. En gros, j'en finis, c'est ce qui se passe quand vous êtes en consultation et que le malade à la fin vous dit « Et docteur, si c'était vous ?» Et quand il vous dit ça, vous avez compris qu'il a capté toute votre confiance et il vous dit, docteur, dites-moi ce que vous feriez vous-même pour vous. Et c'est ça qui est bien, et c'est ça le vrai rôle de médecin. Tout le reste, je peux le déléguer au point de vue technique à des machines quasiment. C'est mon vrai rôle d'être là, d'être présent au monde, d'accompagner le malade, de lui expliquer, de remettre en perspective dans sa globalité familiale, socio-professionnelle, culturelle et religieuse, ce qui se passe pour lui, le drame qu'il subit. C'est ce que je voulais dire en fin de topo. Nous ne sommes pas morts, acceptons les machines, prenons-les, allons-y à fond ensemble et gardons cet humanisme médical et de soignant et qui est là pour servir les malades.